Et nous poursuivons la matinée avec l'horaire quasiment suivi, donc avec Laurent Lehmann, qui est architecte, ingénieur, enseignant. Mais je vous laisse vous présenter à travers votre œuvre. Vous avez une petite demi-heure pour nous présenter, puis de nouveau, on sera en processus de questions pour rester vivant. À tout à l'heure. Bonjour. C'est extrêmement difficile d'enchaîner après une présentation de Gilles Pérodin, qu'on considère à l'agence évidemment comme un grand maître probablement à l'échelle de la France, mais à l'échelle mondiale et au niveau de l'architecture d'aujourd'hui. C'est pas pour l'encenser, on lui a dit en face, on lui a répété. Son travail, sa recherche, l'inventivité et le renouvellement de sa pensée est une leçon. C'est aussi très difficile parce qu'il a déjà tout dit, évidemment. Donc ça tombe bien, je vais dire autre chose. Je n'ai pas apporté de plan de calpinage, je ne vais pas vous parler de la misère de l'architecte qui passe des jours, des mois, des années à travailler sur un projet qui finalement ne sort pas. Je vais vous parler du rôle des intervenants de la construction. Je vais vous parler de la préfabrication, de l'industrialisation, de sujets, je pense, qui méritent d'être débattus aujourd'hui, pour lesquels Gilles Pérodin a exprimé ses opinions et sa position, sur lesquels nous, par ailleurs, on a quelques différences. Eliette Lehmann, Denis Eliette, qui est ici présent, et moi-même avons créé notre structure d'architecture en 2002, après avoir travaillé chez Christian de Villers. En 2009, à l'occasion d'un projet, EEL Ingénierie, alors Gilles très modeste, et ne dit pas qu'il est aussi lui-même ingénieur, et qu'évidemment, comme il l'a dit, dans tous les projets, nous sommes tous confrontés à la difficulté de discuter avec une ribambelle d'acteurs du bâtiment qui ont tous des avis très intéressants, très fondés, parfois divergents des nôtres, et c'est intéressant, mais aussi, très souvent, des avis non fondés, des positions qui nous obligent à des combats permanents, à un épuisement permanent, un épuisement de la pensée. Alors, où on résiste, où on survit à ça, où on abandonne. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'architectes. On abandonne nos prérogatives, on abandonne nos compétences et à la fin, on abandonne l'architecture. Donc, on s'est dit, après tout, créons notre structure d'ingénierie, on n'est pas plus con que les autres, on verra bien ce que ça donne. Et puis, donc c'est en 2009. En 2017, je vous en parlerai après, EEL Promotion. Alors, pour commencer, pour parler d'autre chose que de la pierre, mais pour parler de logement, une grande figure de la modernité architecturale, chantre de la construction moderne, chantre de la préfabrication, y compris de la préfabrication lourde, bien qu'il ait été toujours le défenseur de la préfabrication légère, chantre surtout du construire pour tous économiquement. Un sujet d'époque, après la Seconde Guerre mondiale, entre les deux guerres, un sujet aussi d'aujourd'hui. Marcel Lotz. Marcel Lotz qui, dans cette opération des Grandes Terres, agit comme architecte, mais d'abord comme promoteur. Un terrain qu'il repère au cours de ses balades à vélo, pour lequel il essaye d'associer ses copains archi, Candilis, les frères Arsène-Henri, puis, faute de moyens, pour lequel il finit par s'associer à des financiers suisses, les frères Honegger, qui font venir eux-mêmes un promoteur, André Manera, qui va leur apporter son soutien de la connaissance de la maîtrise d'ouvrage. Dans un contexte extrêmement particulier, je commence par ça, donc je suis un petit peu long sur le sujet, un contexte assez particulier qui est celui de l'après-guerre, où les loyers sont bloqués, c'est-à-dire que les promoteurs ne peuvent plus construire dans des conditions économiques raisonnables des logements. Et donc,
où se développe, grâce au plan courant, l'accession à la propriété. C'est le moment de la naissance du schéma qui préside encore aujourd'hui à la construction en France, avec des architectes d'un côté, des ingénieurs de l'autre, des promoteurs. Vous pouvez aller visiter les grandes terres. C'est un ensemble dessiné, pensé par un urbaniste, un architecte, un constructeur, avec une immense intelligence. Et malgré les vicissitudes du temps, ça ne ressemble plus beaucoup à ça, puisque c'est extrêmement boisé, est un endroit extrêmement sympathique. 1500 logements. Marcel Lotz y passera la fin de sa vie. Il n'aura pas simplement construit pour les autres des grands ensembles dans lesquels lui-même n'aurait pas accepté de vivre. Il y vivra avec son épouse jusqu'à sa mort. Marcel Lotz, nous, on l'a croisé dans notre parcours d'architecte, puisqu'on a été amené à travailler sur un bâtiment réalisé juste après-guerre par lui, qui était l'ensemble de la faisanderie à Fontainebleau, et dont on a assuré la réhabilitation, transformation. Un autre architecte, je commence par celles, mais surtout ceux qui nous ont intéressés par l'histoire de la sociologie et de l'architecture, Jean Dubuisson. Jean Dubuisson, encore un grand constructeur. Donc, grand constructeur, lui-même ayant travaillé pour 3 promoteurs. Ici, cette opération magnifique d'Athénaport à Cassis. Et encore, la plupart des loggias ont été fermés par les habitants. Donc la puissance de la répétition, la puissance de cette pensée extrêmement fine sur les questions constructives et qui va utiliser le moindre détail constructif, la moindre opportunité constructive dans une grande rationalité pour faire architecture. Architecture à l'extérieur, et évidemment, ça ne pose pas de question. Architecture dans chacun des détails de la pensée de ces bâtiments. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à visiter cet ensemble. Jean Dubuisson, qu'on aime beaucoup et dont on va avoir la chance de réhabiliter un bâtiment à Courbevoie, qui est celui où il était installé, où il avait son logement et son agence, encore dans son jus, qu'est Paul Doumer. Autre figure croisée lors de nos pérégrinations, tous les architectes se constituent comme ça un peu au fil du temps, hein, le catalogue de ceux et celles qui les ont émus. L'architecture, c'est ça, c'est ce qui est émouvant. Évidemment, si ça émeut pas, c'est pas de l'architecture, c'est autre chose. C'est émouvant, c'est comme ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. Georges Ador. Georges Ador, souvent associé au frère Honegger, architecte genevois, architecte promoteur, qui allait chercher des terrains et qui, grâce à la puissance financière de sa famille, les achetait et transformait ces ensembles en ensemble de logements. On a ici une image du parc de Budé, l'ensemble comportant des bars de plus de 200 mètres de long, je crois, un peu comme Jean Dubuisson, aujourd'hui toutes habitées par des fonctionnaires des organisations internationales, dans un luxe et une simplicité simultanée des espaces qui ne peut que faire réfléchir. Hall traversant, évidemment, rapport à la nature. Autre architecte français souvent peu cité dans les écoles d'architecture, mais qui mérite probablement beaucoup plus d'attention, Jean Walter. Jean Walter, un aventurier à mains égards, qui ici porte de la Muette, est le promoteur d'un ensemble de logements, plus compliqué à apprécier probablement en termes d'architecture, mais dont les plans sont absolument stupéfiants. Des hauteurs de sous-plafond totalement inédites, des dimensions de logements exceptionnelles, 500, 600 mètres carrés, alors évidemment réservées à une clientèle extrêmement particulière, mais même dans ce cadre-là, unique. Il n'y a pas d'autres promoteurs capables de prendre le risque d'opérations de ce type-là, le risque financier. Ce risque qu'un architecte promoteur peut prendre. Et puis, j'en terminerai avec notre petit, qui pourrait être complété par plein d'autres noms, mais notre petit panthéon personnel, évidemment, le grand Fernand Pouillon, ici à la Tourette, parce qu'on connaît beaucoup ces opérations, il faut aller voir la Tourette à Marseille, hein, pas sur le Vieux-Port, juste à l'extrémité
au-delà du Fort Saint-Jean. Avec ce travail, là aussi, que la commande détournée, la commande, l'autocommande peut permettre. Donc le travail de Jean Amado pour les céramiques dans les halls d'entrée, ce sont absolument incroyables. Et même ce travail plastique extrêmement étonnant dans l'usage de la pierre, comme ça, en grand décor, qu'il avait expérimenté dans la première opération, les 200 logements à Aix, et qu'on retrouve et qu'il réemploie ici à la Tourette. C'est quelque chose de très très stupéfiant, ce travail plastique. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer un peu à ce que tout ça nous a inspiré, c'est-à-dire des choses très différentes. Les gens n'ont jamais eu l'occasion et l'opportunité de travailler sur des logements, des ensembles de cette taille. Petit rappel, aujourd'hui, en France, quand on dit des choses pareilles, on a l'impression de passer pour un uluberlu complet. Pas si loin d'ici, en Suisse, à Zurich, les coopératives de logement, les coopératives d'habitants construisent des ensembles de 300, 400, 500 logements de façon extrêmement ordinaire et efficace. Efficace d'un point de vue de la rationalité du coût de la construction, de l'organisation du chantier, etc. Il y avait une très belle exposition très intéressante à la Cité de l'Architecture récemment sur le sujet. Alors, je viens de parler de quantité. Évidemment, ce discours sous-tend, mais comme Gilles Pérodin, comme nous tous, une attention économique aux choses. Comment faire le mieux avec chaque euro dépensé sur le chantier. Donc ici, c'est une de nos toutes premières opérations, un petit marché couvert à Conflans-Sainte-Honorine, dont la commande était démolition, reconstruction. On s'est dit, pourquoi démolir ce truc-là? Il y a des murs, ils sont encore en état, il y a des poteaux au centre, tout ça est assez moche, mais bon, on peut peut-être en faire quelque chose et grappiller un peu d'argent pour en faire autre chose. Donc plutôt que de démolir le mur, on le rehausse, on reprend la structure en particulier de charpente. On réhabille tout ça avec des moellons, un appareillage de moellons. Et le résultat, c'est ça. C'est le même point de vue, hein, c'est la même image. Donc avec le budget qui nous était alloué, au lieu de démolir et de reconstruire et de s'être payé un truc avec les matériaux les plus bas de gamme possible parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de faire autrement, on s'en sort un peu mieux. Ça, c'est intérieur. Autre matériau, la terre. Alors la terre cuite, dans ce cas, souvent employée en France en plaquettes. Allez voir les chantiers de près. Les images sont séduisantes. La réalité est souvent bien moins qualitative que ce à quoi on peut s'attendre. Ben pourquoi ? Parce que tout est passé dans l'image et qu'à la fin, quand il faut construire, il n'y a plus de pognon. Donc la brique classique, la 22 par 11 par 8, mise en œuvre sur une opération à la Courneuve, des logements sociaux, de façon extrêmement rationnelle. Je passe rapidement. Et puis la pierre. Bon, la pierre, on avait fait une première opération en Normandie, à l'occasion de la rouverture de carrières qui étaient les carrières historiques de Caen, carrières de Saint-Ouen, qui ont servi à la construction de l'abbaye aux Dames, de l'abbaye de Westminster, etc. Et donc, il y avait un peu de lobbying pour faire de la pierre. Donc, on a utilisé la pierre, on l'a mis en œuvre, on a, pour faire du logement, pour faire du logement, des immeubles collectifs, et à la demande de notre maître d'ouvrage, alors d'abord par conviction, on avait proposé d'utiliser la pierre. On avait évidemment, c'était il y a une quinzaine d'années, déjà connaissance du travail magnifique de Gilles Pérodin, extrêmement inspirant. On s'était fait la réflexion sur un chantier que Denis Eliade suivait pour Christian de Villers, au fond de la ZAC Javel André Citroën à Paris, pour un promoteur, que la pierre utilisée couramment dans le monde de la construction de logements collectifs en Île-de-France, qui consistait à faire un voile béton, un vide d'air, puis une pierre au mieux de 8 cm d'épaisseur, dite autoporteuse, au pire agrafée, était en fait une pensée économiquement absurde. Oui, on se paye un voile béton, on se repaye de la pierre derrière, il y a 2 corps d'État, il y a 2 interventions, il y a des tas de suggestions, c'est idiot. Donc, on s'était dit, on va essayer de faire de la pierre. Là, il y a de la pierre à disposition à Caen, utilisons-la.
Le maître d'ouvrage nous dit « Ok, top là, mais vous me faites une variante en béton enduit, une variante en pierre autoporteuse, une variante en pierre agrafée, une variante en pierre collée. » Normal, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Il a raison. Il ne faut jamais oublier ça. C'est lui qui est responsable du financement de l'équilibre de l'opération. Et en plus, c'est du locatif social. Donc on fait le job, on lance l'appel d'offres, et évidemment, la pierre massive, quoique un peu plus chère que le béton enduit, sur une toute petite opération, se révèle moins chère qu'un mur avec un voile béton, de la pierre autoporteuse, de la pierre agrafée, un tout petit peu plus cher que la pierre collée. Mais là, on est dans l'ordre de la faïence quasiment, puisque les dimensions sont extrêmement réduites. Donc on se lance dans la construction paire, on organise le travail des entreprises, on apprend le métier, on essuie les plâtres, et ici, on lance une seconde opération. Alors une seconde opération qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Vous voyez, je ne sais pas comment on fait, c'est ça. Vous voyez ici les entailles verticales, énormes, réalisées dans cette opération de Brie-sur-Marne, à la demande du bureau d'études structure, dans une tradition francilienne qui consiste à utiliser la pierre massive, là on est en 23 cm, donc elle est très largement porteuse, mais au fond, comme si elle ne portait rien. Donc on a des planchers béton, on a des poteaux béton, et au milieu, il y a de la pierre qui sert de fond de coffrage. C'est idiot, évidemment. Bon, le résultat n'est pas si mal. Il nous permet de poursuivre notre travail et notre recherche sur la répétition, sur les dimensions. Donc là, on a des baies géantes. Ce sont de petits bâtiments vis-à-vis. Et comme tous ceux qui ont la chance de travailler ce matériau, on en tombe éperdument amoureux. Amoureux parce que c'est beau, amoureux parce que, je crois que Gilles Perrodin l'a très bien dit, la pierre oblige. La pierre oblige, elle vous oblige à travailler, elle vous oblige à penser la construction, elle vous oblige à décider des plans de calpinage, à résoudre des problèmes infinis d'alignement, de passer des heures et des heures à exercer notre métier de constructeur, d'architecte constructeur. Et c'est formidable. Et la pierre, c'est beau pour les habitants. Je veux dire que le plus compliqué dans cette opération, c'est le bois. Les assemblages, l'interaction entre la pierre et le bois, c'est un sujet extrêmement, extrêmement compliqué. Alors la pierre, ça ne s'achète pas chez Point P. Donc là, aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez quelques carriers dans la salle, discutez avec eux et allez les voir. Allez les voir parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut aller dans les carrières. Comme quand vous êtes amateur de vin, il faut aller visiter chacun des lieux de production, discuter avec les vignerons. Il faut discuter avec les pierreux. Pourquoi ? Parce que chaque carrière est différente. Chaque carrière est différente. Il y a des carrières souterraines, ici à Noyant, nos partenaires depuis de longues années. Ici à Fontvieille, Gilles Perrodin en parlait, à ciel ouvert. Ici, des carrières de pierre dure, à Comblanchien, toute technique. Donc, les possibilités d'extraction et le type de pierre varient d'un lieu à l'autre. Et en plus, les machines changent. Je suis content d'avoir mis cette diapositive qui me permet de rendre hommage à Paul Marceroux, donc précédemment cité par Gilles Perrodin, le carrier à Fontvieille qui a fourni toutes les pierres dites prétaillées qu'a utilisé Fernand Pouillon dans ses constructions. Paul Marceroux qui était un industriel de la pierre et qui, bon, on aura un débat sur le sujet, peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais quand même, qui a inventé des tas de machines, et inventé des tas de machines dans le cadre d'un concours organisé par l'État français, par le ministre de la Reconstruction, qui à un moment hésitait en se disant, mais au fond, on pourrait faire... comment peut-on faire pour produire en quantité, en masse des logements, pour loger tous ceux qui sont dans les bidonvilles? Et donc, ils ont lancé un processus de normalisation de la pierre
grand bloc, petit bloc, bloc moyen, etc., etc., avec un appel d'offres auprès des carriers pour fournir de la pierre qui ensuite était mise à disposition des architectes de la reconstruction. D'où un tas d'opérations en France avec cette matière. C'est Paul Marceroux, fin négociateur, homme politique, enfin politique plutôt, brillant, qui a remporté l'appel d'offres, et en réalité, appel d'offres qui servira essentiellement à Fernand Pouillon. Aussi quelqu'un d'assez malin. Donc cette machine qui passe sur le carreau et qui découpe des blocs, non pas des grands blocs, des blocs prêts à partir. C'est-à-dire que derrière la machine, je n'ai pas l'image, il y a un pont roulant et à côté, il y a des camions. Une seule passe et la pierre est prête à être mise en œuvre. C'est extrêmement malin. Donc ensuite, il faut poursuivre ce travail d'observation des outils. Chaque carrière a des outils différents. Ça, c'est rigolo, vous savez ce que c'est? Quand vous mettez une pierre flammée, ben c'est ça, c'est cet outil-là, c'est une flamme. Voilà. Alors, je suis dans les temps, je vais vous parler de 2 opérations récentes qui sont en cours à l'agence. Il me semblait qu'il y avait une image en plus, mais je pense qu'elle a dû sauter. On est ici à Bordeaux. Il y a 4 ans, 5 ans maintenant, lorsqu'on est professeur invité à l'EPFL, on discute avec des architectes suisses qui nous disent « Ah ben nous, on fait des opérations pour notre compte. » On se dit « Ah ben c'est génial, pourquoi on ne fait pas la même chose ?» Donc avec Denis, on se rend auprès des quelques personnes dont on se dit qu'elles peuvent être intéressées. Bordeaux, évidemment, ville de pierre, étant susceptible, étant sensible à la question de la construction en pierre, alors qu'on n'en fait plus. On rencontre assez rapidement le directeur de la ZAC Atlantique, qui est une ZAC énorme, hein, ça n'en est qu'une toute petite partie, qui nous dit bah, ça m'intéresse, et quelques mois plus tard, qui nous convoque dans son bureau en nous disant bah, on vous propose ce terrain-là pour construire des logements en pierre comme promoteur. Je vous avoue que sur le moment, on n'en menait pas large, d'autant que l'opération n'était pas de 20 logements, ce qui déjà aurait été une sorte de défi pour nous, mais de 125. Et être promoteur d'une opération de 125 logements, c'est quand même pas tout à fait rien, en particulier en termes financiers, mais pas que. Donc on commence par faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire du projet. C'est voir comment, dans ce plan masse de TVK, on arrive à s'insérer, à trouver quelques façons de détourner le sujet et à repartir de la question constructive. Des bâtiments en accession, des bâtiments collectifs à l'articulation des bâtiments en haut de la ZAC, et toute une série de maisons en bande, maisons de ville, pour ceux qui connaissent Bordeaux, des échoppes bordelaises. Plans sont le plus rationnel possible, hein, comment être rationnel pour faire de bons plans, d'une part, et pour par ailleurs être économique, d'autre part, c'est-à-dire ne pas dépenser inutilement de l'argent, proposer le mieux, au bon prix. Donc ici, on a un bâtiment avec des T2 mono-orientés plein sud, des TT4 traversants, des T3, T4 traversants. Et ici sont les plans de vente des maisons, donc des échoppes, sur une trame qui varie entre 6,50 et 7,50. La base, très classique, un séjour, une cuisine, un petit cellier à l'entrée, un escalier, 3 chambres, une salle d'eau. Chaque fois un petit jardin, donc le confort de vivre chez soi, en ville, et des possibilités de variantes. Donc variantes sur la trame, donc variantes sur les dimensions. Le T3 précédent, c'est un 84 mètres, le T4 précédent, par contre, c'est un 84 mètres carrés. Donc c'est la base. Extension, comme on en trouve à Bordeaux, il y a la pièce noire au centre pour ceux qui connaissent, les cuisines souvent qui sont prises sur le jardin, et extension verticale, possible. Ça donne ça. Donc ça donne ça, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas particulièrement moderne, qui n'est pas particulièrement une recherche formelle sur les choses, par contre, dont chaque bâtiment, chaque plan, chaque élément constructif répond à une nécessité, une logique,
ces bâtiments en articulation avec le reste de la ZAC et les maisons en articulation avec le reste du quartier. Alors, Bordeaux, je vous ai dit, c'est une ville de pierre. C'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Bordeaux vont pouvoir prendre un billet de train, puisque ça fonctionne, et aller faire un tour dans ces rues à R+1, R+2, qui forment un continuum de pierre, une masse de pierre absolument spectaculaire, et qui, au fil des temps, évidemment, comme toute construction vernaculaire, a légèrement muté. Donc les gens, c'était rez-de-chaussée, on rajoute un étage, puis un deuxième, ça a un peu bougé. Donc ça forme ce tissu continu qui est uni par cette matière, la pierre. C'est spectaculaire. Donc nous, on fait la même chose. Voilà. Des collectifs assez simples, bâtiments avec ouverture d'angle, loggia, des plans rationnels. Je pense que tous ceux qui sont intéressés vraiment à la question de la typologie, on retombe quand même souvent sur des plans qui sont meilleurs que les autres. Donc le plan rationnel du bâtiment Plot à 4 appartements par niveau, des maisons dont on se dit on va proposer des extensions verticales à nos clients. On va proposer évidemment que ces séjours, donc là c'est je dirais une axono type d'une maison, que ces séjours fassent non pas de 50, non pas de 60, non pas de 70, mais de 90 de hauteur. Ça coûte un petit peu plus cher au niveau des menuiseries, mais quel confort au quotidien. Quel confort au quotidien. Que les extensions, elles aussi, on trouve des très belles hauteurs sous plafond, de l'ordre de la même hauteur. Que la pierre soit utilisée en séparatif, je dirais sur les façades, en séparatif, permettre l'intimité des terrasses, le sol, qu'on propose aux habitants éventuellement des retours de pierre visibles à l'intérieur, c'est une question. Je pense que c'est une question, savoir s'il faut faire des murs en pierre visibles dans du logement. Donc là, ce sera au choix de l'acquéreur. L'extension à l'étage. Enfin bref, tout ce qu'on peut faire parce que c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage. Alors, maître d'ouvrage, pas un architecte rêveur qui dit on s'en fout du pognon. Maître d'ouvrage où on regarde tout, on pèse tout, on chiffre nous avec l'ingénierie ce qu'on dessine. On a la connaissance, on fait ça avec attention et sous la surveillance de nos partenaires financiers, évidemment, parce qu'il y a un moment où il faut trouver des partenaires financiers. En l'occurrence, sur cette opération, la Caisse des dépôts et consignations qui nous a suivis. Au départ, on n'avait rien, zéro. D'ailleurs, on n'a toujours rien. Mais je veux dire, on est comme tous les architectes ici présents dans la salle. Et donc, nous sommes promoteurs d'une opération devant 125 logements à Bordeaux. Opération qu'on vend. Parce qu'il ne faut pas simplement se dire, un promoteur, c'est quelqu'un qui vend, il faut vendre les logements. Donc on a trouvé quelqu'un, on a une commercialisatrice, on a mis en place des outils, un site internet, des brochures, on a réalisé des outils de médiation. Cette maquette, on rêvait depuis longtemps de pouvoir faire des belles maquettes en bois, on n'a jamais eu les moyens. Ici, une maquette de Agnès et Olivier Doisy. Lui a travaillé longtemps chez Renzo Piano, évidemment, la référence en la matière. Maquette qu'il faut aller chercher dans le Périgord noir. C'est pas livré à Paris ni à Bordeaux. J'ai presque terminé. Oui, alors là je parle de quelques concours perdus, mais enfin le concours perdu, on a fait le compte avec Denis depuis le début de l'agence, ça doit être 50 pour un gagné. À Ivry, des petits bâtiments en pierre qu'on proposait comme architecte-constructeur. Le nouvel urbaniste a considéré que, je crois, la pierre n'était pas bienvenue à côté des bâtiments en... C'était quoi c'est de la brique, mais en fait... En meulière, oui, c'est ça, c'était la meulière. En fait, il n'y a pas de meulière. Bon, enfin bref. Donc, on a perdu. C'est con parce qu'on avait la meilleure charge foncière. Vous savez, un promoteur, il faut payer pour acheter un terrain. Donc, c'est nous qui avions le meilleur prix de charge foncière. On avait le plus haut coût de construction, puisqu'aujourd'hui, des aménageurs demandent aux promoteurs de dire à combien ils construisent. Ce qui évite que les promoteurs, ensuite, aient des coûts trop bas et donc une qualité moindre. Bon, on a quand même perdu. Bon, c'est pas le seul, il y en a tellement que c'est pas très grave.
Et puis, il y en a de gagnés. Il y en a de gagnés, et ça, c'est l'opération qui occupe une partie de l'agence, en dehors des vieux bâtiments des années 50 qu'on retape au quotidien. On est à Versailles, vous avez reconnu. Ici, là c'est la gare des Chantiers, une parcelle qui était mise en vente par la ville de Versailles. Et un concours qu'on a remporté, et on n'en est pas peu fiers, qu'on a remporté, donc qui est un concours architecte-promoteur, donc avec une charge foncière là aussi. Donc vous devez faire un projet et proposer un prix. Est-ce que le terrain, il faut l'acheter 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions, 20 millions? Quand vous n'avez jamais fait ça de votre vie et que par ailleurs vous n'avez pas un rond, l'exercice est particulier. Concours reporté contre BNP Real Estate, on est fiers quand même, donc il faut le dire, Kaufman & Broad, Nexity. Et donc c'est Everekia, un des acteurs de la pierre, peut-être ici présent dans la salle. Et donc nous, tout petit acteur, EL Promotion. Concours remporté, donc c'est un bâtiment, on achète un bâtiment qu'on démolit. On en construit 2. Au milieu, on fait un mail. Donc, concours remporté en particulier sur la base de ce plan d'aménagement et ce prolongement qui prenait le contre-pied de la fiche de l'eau. Voilà le bâtiment existant. On ouvre, on construit. Concours remporté par la pierre, concours remporté par la charge foncière. On était dans le peloton de tête. Voilà, il faut arriver à proposer la bonne charge foncière. Concours reporté aussi parce que je pense que François de Mazières, le maire de Versailles, ancien président de la Cité d'Architecture, a considéré qu'on n'était pas désagréable. Et qu'en plus, on faisait les choses de façon un peu responsable. C'est-à-dire que ce n'était pas juste du flanc. 60 logements, un immeuble de bureau de 1000 m², une maison de santé, enfin un programme assez classique. Des typologies assez simple, rez-de-chaussée constitué de maisons villas, enfin un appartement villa plutôt, et de grands appartements donnant sur des loggias surdimensionnés. À chaque fois dans nos projets, ça se lit peut-être pas très bien, surtout en image de synthèse, on essaye d'en donner plus grand, plus haut, plus large. Donc là, on a des portées de 9 mètres. Le plan est un plan classique, l'immeuble fait 12,50 mètres d'épaisseur, donc ce qui permet d'avoir des appartements traversants, 2 cages d'escalier, 2 appartements par niveau ou 3. Ça marche bien, c'est très confortable. Ça ne va pas chercher midi à 14h, mais c'est extrêmement agréable à vivre. Ça permet de faire des T2 en recoupant les logements en 2 parties. Et de proposer des dimensions et des prestations aussi qui vont avec. Bon, ce ne sont que des images de synthèse. La prochaine fois, j'espère pouvoir vous montrer des photos. Donc, on arrive à avoir du parquet en chêne, des hauteurs sous plafond de 2,70 m, des baies vitrées géantes, évidemment, pas de retombées, enfin tout ce qui fait le travail, le sel, le fruit de notre pensée. Bon, cette image de synthèse, c'est un espagnol. Alors la pierre, elle a une couleur un peu particulière et une finition un peu particulière, mais normalement, on doit avoir cette qualité-là en étant chez soi, entre un extérieur où on peut s'installer, évidemment, et un intérieur. De l'autre côté, sur l'autre façade, des baies, je suis presque terminé, je suis bon dans les temps. Classique, à la française, bon classique, sauf qu'elles font 1,10 m par 2,10 m de haut. Et les appartements villas dont je vous parlais au rez-de-chaussée, qui profitent des espaces extérieurs pour que ces logements habituellement mal foutus, mal aimés, quand on est au rez-de-chaussée, c'est toujours un peu compliqué d'habiter, trouvent de l'intimité en s'enroulant autour d'un petit jardin privatif, avec là aussi des hauteurs qui, sur les baies, c'est la baie périphérique qui monte jusqu'à 3,50 m de haut. Le hall traversant, enfin en enfilade, avec évidemment un peu de Comblanchien. Et la jolie maquette d'Olivier Agnès Doisy en Poirier au bureau de vente. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent pour ce tour d'horizon. Donc sans doute des questions dans la salle ou des compléments d'intervention. De nouveau sur le même principe, une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser la première question, ou plutôt
Ah bah voilà, Gilles, si. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, Antoine Perron, étudiant. Je voulais savoir si le code de déontologie imposé par la profession des architectes vous pouvait être un obstacle parfois dans votre pratique ou si vous arriviez à le contourner. C'est la question. Donc le code de déontologie, que personne n'a jamais lu, hein, personne n'a jamais. Si quelqu'un un jour a ouvert cet ouvrage et ce texte, dit qu'un architecte, une structure d'architecture n'est pas une structure commerciale. Voilà, donc on n'a pas le droit de faire commerce en tant qu'architecte. Donc il faut monter une structure à part qui fait du commerce. Comme ça, quand il y a un problème, il y a un juge qui dit celui-là il est condamné, l'architecte de toute façon il est toujours condamné, donc celui-là il est condamné, puis le promoteur il s'en sort. C'est un raccourci, mais voilà, en fait, il n'y a pas de problème. Il faut, en fait, on a pris en rattache avec l'ordre des architectes, avec la juriste en chef, évidemment. On a fait une déclaration. On fait souvent des déclarations. Il ne faut pas oublier, par exemple, quand vous réhabilitez un bâtiment d'un de vos confrères, il faut le déclarer. Prendre contact avec les ayants droit. Bon, donc l'ordre, ça sert, voilà, nous, on s'en sert à peu près pour ces deux choses-là. L'obligation qui nous a été demandée, c'est que tous nos acquéreurs soient au courant que nous étions architectes et promoteurs. Ça tombe bien, on a plutôt tendance à le dire. Et les acquéreurs ont plutôt tendance à apprécier. Vous avez votre réponse. Michel Goutal pour un complément d'intervention. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur la rentabilité, là, pas en pourcentage, mais je veux dire, puisque on voit que vous présentez des prestations quand même importantes, hein, de grande qualité. Est-ce que vous vous en sortez? Forcément, hein, mais dans quelles conditions? Alors, comment dire, on devrait s'en sortir. Nous le saurons à la fin. On devrait s'en sortir. Pour l'instant, on a des acquéreurs qui sont très enthousiastes, qui ont déposé des fonds en garantie. Donc, nous devrions leur donner entièrement satisfaction. L'opération de Versailles, le chantier a débuté. On est en cours d'appel d'offres pour les lots de construction, avec d'ailleurs quelques petites difficultés, comme pour chaque appel d'offres, hein, ni plus ni moins que sur d'autres opérations, mais quand même une petite inquiétude sur la pierre, qui aujourd'hui bénéficie d'un tel engouement porté par tous ceux qui apprécient ce matériau et qui l'utilisent, et tous ceux qui vont bientôt l'utiliser, qu'on arrive à saturation dans les possibilités de production des carrières aujourd'hui. En tout cas, à des points où les carrières doivent réinvestir. Et donc, ça, c'est une phase un peu compliquée, parce que pour elles, ça demande des investissements, donc ça a tendance à légèrement faire augmenter le prix de la pierre. Bon, c'est pas le seul frein, hein, c'est pas le seul frein. Malheureusement, on n'a pas la chance sur des opérations comme ça de porter la pierre nous-mêmes. On aimerait bien, ça viendra peut-être. Mais... donc on est obligé de faire appel à des entreprises, et ceux qui posent la pierre sont peu nombreux aussi. Peu nombreux pour des bâtiments neufs, parce que l'habitude s'est perdue. Donc il y a peu d'entreprises. Et quand il y a peu d'entreprises, pour un appel d'offres, c'est jamais très bon. Sur le fond, déplacer un bilan d'opération, déplacer dans le bilan d'opération des montants de commercialisation, c'est-à-dire ce qu'un promoteur paye aux gens qui vont vendre ces logements, qui commencent à 5%, 6%, 7%, hors taxe du TTC. Hors taxe du TTC, du prix du logement vendu. Je vous rappelle qu'un architecte, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre est environ à 7%, 7,5%, 8% quand on se bat comme des chiens, hors taxe des travaux. Donc, le hors taxe des travaux, c'est la moitié de l'opération. Hein. Et l'architecte là-dedans, s'il négocie bien, il a 60%, donc il finit à ramener au TTC du coût de l'opération 2%. 2,5%. Donc par contre, celui qui vend le logement sur lequel vous avez travaillé pendant
3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, lui, il touche 6% hors taxe du TTC. Mais ça c'est quand c'est un commercialisateur, ce qu'on appelle la vente debout, la vente assise. Quand c'est des réseaux, vous savez, les gens qui font de la défiscalisation, parce qu'aujourd'hui, les promoteurs en France, quand ils construisent des logements, c'est pas pour des gens qui vont habiter dans les logements. C'est pour des gens qui payent des impôts et qui bénéficient de dispositifs de défiscalisation, type Pinel. Donc, ils peuvent défiscaliser 200, 300 000 euros d'impôts sur 15 ans. Alors, ceux-là, il faut leur proposer les choses qu'ils peuvent acheter avec ces 200 ou 300 000 euros de défiscalisation. Donc, c'est des T2 ou des T3, T3 de 52 mètres carrés. C'est un produit calibré. Mais ces gens-là, ils ne vont pas aller en bureau de vente pour acheter un logement. Donc, c'est leur banquier qui leur vend. Ou quelqu'un, vous recevez peut-être des pubs défiscalisées aux impôts. Ça, c'est des réseaux qui prennent 11%, 12%. Quand l'opération est un peu plus difficile, jusqu'à 17% hors taxe du coût TTC de l'opération du logement. Donc, normalement, quand ces logements qu'on espère vendre en totalité à des gens qui seront là pour habiter dans leur logement et qui nous font, et aujourd'hui qui sont intéressés par ce qu'on propose, nous on est plutôt à 2,5 en coût de commercialisation. C'est plus raisonnable. Ben ça permet de payer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Faites le calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur une ou deux dernières questions avant de poursuivre notre programme. Là-haut, n'hésitez pas à poser des questions, il faut juste nous prévenir un peu plus tôt. Et dans ce cas-là, sinon vous forcez de la voix. Et... Bonjour Laurent. Allez-y. J'ai juste une petite question sur tes opérations, là, les dernières que tu nous as montrées. Pardon, Loïc Richalet, architecte du patrimoine. Tu arrives à sortir l'opération à combien hors taxe le mètre carré, s'il te plaît? En coût de construction? Coût de construction, merci. Nos objectifs sont conformes au prix du marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans... Enfin, on est dans des... À Bordeaux, notre objectif, il est autour de 1 600 euros du mètre carré. Et à Versailles, je ne sais plus le coût d'objectif, on est un peu plus important, mais de 1 900 ou 2 000 euros du mètre carré. Hein. Ça n'a rien d'explosion. On n'est pas du tout... On n'a jamais construit à 3 000 euros du mètre carré, jamais. Jamais de notre vie. L'opération de Brie-sur-Marne, elle était sortie à 1 750 euros du mètre carré. Il n'y a pas d'argent dans la forme. Nous, l'économie, on l'a fait dans la forme. C'est simple, c'est rationnel. Simple et rationnel, ça se construit moins cher. Donc on peut se payer des bons matériaux. Et comme ça, dans le temps, on espère pouvoir revenir devant nos bâtiments et pas avoir à rougir. Comme Lotz. Alors, est-ce qu'il y avait une dernière question là-haut de quelqu'un qui souhaitait forcer la voix? Et forcer la voix dans ce cas-là, allez-y. Bonjour, je suis le frère artisan, restaurateur chez le compagnon à Champs-sur-Marne. J'ai une question un peu pragmatique concernant votre dernier projet. On a vu des belles portées de 9 mètres avec des plateformes. Je veux dire, effectivement, on passe le train, parce qu'elle s'appelle le fonds de chauffage, est-ce que c'est une partie esthétique? Vous prenez les charges de l'échantillon Alors, au début, on pensait effectivement faire même de la précontrainte. C'est-à-dire d'avoir des linteaux préfabriqués avec de la précontrainte au départ, et réalisés au sol et portés. Au fil des discussions, c'est pas encore terminé, puisqu'on on discute en ce moment avec les entreprises. Il est probable qu'on aura une poutre retroussée précontrainte qui viendra reprendre une partie des efforts de charge verticale. Et après, on n'a plus qu'à reprendre les poussées horizontales. Mais c'est pas rien. C'est vrai que sur cette opération, c'est un sujet. C'est aussi un sujet parce que les dimensions de pierre, je pense que Gilles l'a aussi éprouvé, sont plus importantes que ce que font les carrières habituellement, hein, qui ont des outils qui sont dimensionnés, celles qui font de la pierre massive, pour faire des lits de pierre entre 50, 55, 60. Après, on peut prendre des blocs complets, c'est un autre sport, mais des blocs intermédiaires, des hauteurs de... On est à 1m40, je crois, avec la retombée, c'est plus compliqué pour les carrières. Voilà, donc c'est sûr, c'est un sujet sur l'opération.
Voilà, on va prendre une toute dernière question, si possible synthétique, et une réponse synthétique avant de poursuivre. Bonjour, Julie Sabel, je suis étudiante en architecture à l'école d'archi de Nancy. Est-ce que vous pensez qu'un retour de la pierre est possible à l'équivalent du béton, comme on le connaît aujourd'hui, et est-ce qu'elle peut redevenir un standard dans la construction contemporaine ? Moi, je pense que ce qu'on a observé quand même depuis 20 ans qu'on a démarré, c'est un changement de pratique. Un changement de pratique constructive en particulier. Le réchauffement climatique, les obligations d'isolation n'étant pas pour rien, puisque toute une génération d'architectes s'est engouffrée dans l'ITE. Ça fait 20 ans qu'on voit des bâtiments avec des bardages fins, tenus comme ça par des petites épingles. C'est pas encore tombé. Nous, on a toujours été un peu inquiets. Voilà. Inquiets parce que à la fois c'est fin, c'est fragile, mais aussi parce que c'est modulaire. Modulaire en fine épaisseur. Donc modulaire en fine épaisseur, ça fait un joint à chaque fois. Un joint à chaque fois, ça fait une entrée d'eau à chaque fois. Or, l'eau, dans le fond du bâtiment, c'est la source numéro 1 des désordres, à peu de choses près. La pierre, comme le bois, qui est aujourd'hui au sommet de sa forme, bon, sauf qu'on n'a pas de forêt exploitée à l'échelle industrielle en France, enfin, tout le monde toute sa mère, a repris sa place, ça y est, elle a repris sa place, je pense, et à l'instar d'autres matériaux. Vous êtes une génération, je pense, d'architectes, d'étudiants architectes, constructeurs, qui s'intéressaient à ces questions-là, qui n'êtes plus simplement dans la recherche formelle des choses, dans l'image. C'est tant mieux, et c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, nous resterons sur ces mots de conclusion. Merci beaucoup, Laurent, pour votre intervention.